Alors les amis, un merveilleux bonjour à tous. Le Bitcoin à 77 800 dollars américains. Nous avons au moins pu nous remettre un peu de nos plus bas que nous avions atteints au niveau de retracement de Fibonacci 0,382 à titre préventif. Même si la situation générale reste encore un peu tendue, il faut le dire à ce stade. Bien sûr, les résultats de Nvidia n'étaient guère surprenants. Top, mais le bénéfice par action est un peu, ou plutôt ne devrait plus augmenter aussi fortement à l'avenir. Bien sûr, on ne peut pas fonder une entreprise sans qu'à un moment donné, tôt ou tard, je dirais, les bénéfices ne grimpent plus autant en flèche. Mais pour l'instant, tout se passe encore comme prévu sur le marché de l'IA, ou plutôt sur le marché de l'intelligence artificielle. Tout fonctionne, Nvidia fonctionne. Au final, les autres résultats, ils étaient tous excellents. Et pourtant, les marchés sont toujours un peu en mode attente. À quoi cela est-il dû? Nous allons en tout cas examiner cela dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi restez bien jusqu'à la fin, ce soir à 20 heures. Il m'arrive parfois d'oublier. Ce soir à 20 heures, et là, il y aura en tout cas un live stream. Cette fois-ci, vraiment mardi. Comme je l'ai dit, il y a eu un imprévu, c'était spontané, mais aujourd'hui à 20 heures. Mais avant de commencer la vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, rejoignez aussi le groupe gratuit Telegram Talk et Signal si vous voulez des mises à jour, des news et des signaux. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien, vous le trouverez gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Alors, allons-y. Donc, le Bitcoin à 77 800 dollars américains. Peu de mouvements de prix en fait malgré tous ces allers-retours. Pour moi, à court terme, je l'ai posté dans le groupe. Je ne sais pas pourquoi ce n'est plus là maintenant. Il pourrait même y avoir un mouvement vers les 80 300, 80 500 dollars américains. C'est tout à fait possible avant que nous ne repartions à la baisse. Donc pour moi, en fait, toujours inchangé, plutôt du côté baissier, malgré les excellents résultats, il faut le dire, de Nvidia. Et sinon, le marché, oups, où voulais-je aller en fait? Les actions technologiques asiatiques montent après leur plus forte hausse depuis 6 semaines. En gros, tout monte en ce moment. D'une certaine manière, pas tout le marché mondial. Mais nous avons aussi eu hier les minutes de la Fed, qui pour la première fois, et c'était un peu surprenant à ce moment-là, il faut le dire, ils partent du principe, ou en tout cas supposent, qu'il est possible que des hausses de taux soient bientôt envisageables, donc que ce soit possible. Dans le discours de Powell, tout cela semblait encore être oui, nous ne savons pas, mais nous connaissons Powell. Au final, Powell dit A mais pense B, et Powell est toujours un peu très réservé. Et il est déjà très critiquable que 4 personnes de ce comité soient désormais plutôt du côté des faucons, c'est-à-dire pour, oui, la hausse des taux d'intérêt. L'un d'entre eux s'en va, il l'a déjà mentionné, je crois que c'était Miren, qui ne siège plus maintenant au comité de la Fed depuis que Walsh, en fin de compte, le nouveau président de la Fed, l'est, mais cela a tout de même été une petite surprise lorsque j'ai lu cela hier, de voir que la majorité devient désormais un peu plus baissière ou faucon, il faut le dire à ce stade. C'est aussi dû à la situation rue de l'humus. L'inflation et les prix à la production augmentent. À un moment donné, il faut réagir et agir contre cela. Néanmoins, la probabilité reste toujours à 0% en juin. Ce n'est qu'en juillet que nous sommes déjà à 10%. En septembre, 24%. En octobre, nous sommes désormais à 30%. Et en décembre, nous sommes toujours à 39%. Donc cela signifie que la probabilité d'une hausse des taux cette année est nettement plus élevée que celle d'une baisse des taux. Cela n'aurait d'ailleurs aucun sens dans la situation économique actuelle, à mon avis. Voici également un autre point intéressant qui a été publié hier par Walter Bloomberg. La demande de Bitcoin de plus en plus portée par Michael Saylor. Le marché du Bitcoin devient fortement dépendant des achats effectués par Strategy et son président exécutif Michael Saylor, alors que la demande des investisseurs en général s'affaiblit. Strategy a acheté plus de 171 bitcoins en 2026. C'est quand même impressionnant quand on y pense. Cela dépasse largement la nouvelle offre provenant des mineurs, cet achat étant financé par des émissions d'actions privilégiées à haut rendement. Rappelez-vous ce que je n'ai cessé de répéter. Nous avons actuellement un problème sur le marché crypto, ou plutôt pas sur le marché crypto en général, mais en tout cas sur le marché du Bitcoin. Et cela concerne le volume depuis des semaines et des mois. Et si l'on part du principe que tout ce mouvement, je veux dire, c'est lors à 171 000 bitcoins ont été achetés grâce aux achats effectués par Strike et ses 5 000 autres actions qu'il détient. Tout ce jeu prend alors un peu plus de sens, car faire monter les marchés sans volume, ce n'est pas vraiment difficile. Il suffit juste d'acheter du Bitcoin, simplement en quantité suffisante pour faire bouger les marchés. Si l'on regarde ensuite le carnet d'ordre spot, on constate d'énormes sorties de fonds,
qui ont de nouveau nettement augmenté entre-temps. Donc, vous pouvez vous en souvenir, plus on monte dans les unités de temps, plus ces énormes pics apparaissent. Et justement, on en a eu un récemment ici, exactement au sommet là-haut. Ce n'est généralement pas bon signe. Normalement, on part du principe que lorsqu'il y a d'énormes sorties de fonds sur le marché spot, les cours devraient justement s'envoler, car au final, les gens vendent pendant ce rallye. Et ici, c'est précisément à notre sommet intermédiaire, exactement ici, qu'il y a eu le plus de ventes. Et maintenant, ces derniers jours, à nouveau tous les jours. Désormais, il y a entre 10 et 20 millions de ventes. C'est en fin de compte exactement la demande qui avait été achetée les jours précédents. Donc vous voyez, le volume est toujours très très faible. Nous n'obtenons pas de baisse de taux. Nous avons des hausses de taux. Regardons un peu la heatmap. Il ne se passe pas grand-chose non plus, il faut le dire. Donc ici aussi, nous avons des carnets d'ordre très très peu fournis. Bien sûr, nous avons quelque chose autour de 80 et aussi autour de 75, mais c'est une fourchette très très étroite. Fait intéressant, les ordres augmentent à nouveau à 60 000. C'est vraiment un point très très intéressant qu'il faut examiner de plus près. Mais regardons le time frame mensuel. Là aussi, on voit finalement que nous restons simplement dans une énorme fourchette. Bien sûr, les ordres augmentent vers le bas. C'est un peu frappant ces derniers jours. Nous allons aussi regarder cela de plus près ce soir en live stream. Mais pour moi, comme je l'ai dit, tout ce rallye repose simplement sur une base très très fragile tant qu'il n'y a pas de nouvelles positives. Les nouvelles positives sont venues d'une certaine manière hier de Trump. Trump, les États-Unis sont en phase finale de discussion avec l'Iran. Cool, super, encore une fois. C'est la phrase que vous avez déjà entendue des centaines de milliers de fois. Et à quoi sert-elle, bien sûr? Et exactement, il faut bien qu'on fasse baisser les obligations d'État d'une manière ou d'une autre, mais d'une certaine façon, ça n'a plus vraiment de sens. Les obligations à 5 ans sont toujours à 4,25%, celles à 10 ans à un peu moins de 4,6%. Partout ici, deal, 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 deal. C'est tous ces deals qu'il a toujours fait, soi-disant avec l'Iran. Et le détroit d'Ormuz est toujours fermé. Le problème en ce moment, ce sont les obligations à haut rendement. Et ce problème, nous l'avons à l'échelle mondiale. Même au Japon, il ne se passe rien pour l'instant, et le Japon n'a tout simplement que deux possibilités. Le Japon a la possibilité d'intervenir. L'intervention que le Japon avait prévue, si on y jette un rapide coup d'œil, ou qu'il a réalisée, s'est évaporée, ça ne sert à rien. La prochaine étape, c'est la hausse des taux d'intérêt. Cela signifie qu'ici, nous pourrions être en bas. On pourrait alors essayer une position longue sur le yen, ou bien une nouvelle position courte sur l'USD JPY dans la zone des 160. C'est toujours le même jeu et le Japon doit augmenter. Le Japon a essayé d'intervenir avec une intervention record, mais cela n'a pas fonctionné. Avec Trump, les possibilités sont différentes. Différentes. Au final, il essaie alors de manipuler le dollar, ou bien le cours du pétrole, afin de faire baisser les obligations d'État. Mais en général, cela ne fonctionne pas, du moins pas très longtemps. C'est pourquoi tout le monde attend maintenant avec impatience ce qui va se passer en Iran. Si cela devait être positif, d'accord, alors les marchés vont probablement d'abord s'envoler complètement parce que tout va de nouveau bien maintenant. Mais les conséquences de, je dirais, 2 mois et demi de guerre, 2 mois et demi. La fermeture du détroit d'Ormuz, ce n'est pas encore du tout réglé. Et le problème que nous avons toujours en général, c'est simplement le faible volume. Et il faut que ça change avant qu'on puisse vraiment devenir durablement ou extrêmement haussier ici, pour qu'on puisse dire, OK, le plancher est atteint et maintenant on part à fond à la hausse. Je ne vois toujours pas ça pour l'instant. Passons à Ethereum. Ethereum, le meilleur exemple d'absence de liquidité en ce moment, c'est Ethereum. Nous parlons ici de la deuxième plus grande crypto-monnaie et il ne se passe tout simplement rien, rien du tout. Nous sommes simplement en phase de stagnation, aucun volume sur les marchés, c'est affreux. Solana, même scénario. La seule chose qui monte, c'est Hype, parce que Hype attire de plus en plus d'utilisateurs. C'est la seule altcoin qui monte un peu en ce moment, aussi grâce à un peu plus de volume. Ce n'est certes pas révolutionnaire, mais c'est la seule altcoin qui fait toujours un peu quelque chose. Sinon, le marché reste tout simplement mort. Il faut être honnête. Passons au marché du Forex. Ah, ce n'était pas ce que je voulais. Pour USD-JPY, on a dit que 160, 161 est pour moi la prochaine zone de short. Je m'attends à ce que cette inefficience ici en haut soit encore comblée, mais pour cela, il faut aussi regarder les timeframes plus petits. Cela veut dire en tout cas que dans la zone des 160,2 à 161, je peux très bien imaginer que l'USD-JPY remonte ici. Pour l'euro face au dollar, je pars en fait du principe qu'on va au moins retester le bas de la fourchette ici, en raison de toutes les tensions à l'échelle mondiale. Et normalement, dans ce contexte, le dollar devrait à nouveau dominer ou du moins s'imposer comme la devise la plus forte. C'est aussi un signe, quand au final quelque chose ne fonctionne pas dans le monde, le dollar monte.
Et en ce moment, rien ne semble vraiment fonctionner. Le dollar monte, le prix du pétrole monte, l'indice de volatilité monte. Ce sont les formes de couverture parfaites pour les grandes entreprises, il faut le dire à ce stade. Passons au marché traditionnel. Le DAX reste dans sa fourchette. Rien de vraiment spectaculaire. Pour être honnête, je me tiens à l'écart de tout ça. En ce moment, je ne suis absolument pas le DAX. Le Dow Jones n'a toujours pas atteint de nouveaux sommets historiques. C'est vraiment très très suspect. Franchement, je vous le dis, ou en tout cas pour moi, c'est toujours très très suspect qu'il n'y ait toujours pas de nouveaux sommets historiques. Le Dow Jones, au moins ici en haut, a de nouveau été un peu poussé vers le haut hors de la zone. En termes de volume, oui, on observe une légère faiblesse, mais rien qui justifie de shorter pour l'instant. Je reste toujours à la vente sur le S&P 500, rien n'a changé. Dans cette situation, tout simplement, le fractal fonctionne très très bien, il faut le dire à ce stade. En ce qui concerne le volume, passons en daily time frame. On observe également un léger recul du volume. Donc je trouve, ou à mon avis, tout cela repose encore sur une base très très fragile. L'indice de volatilité, c'est simplement encore en phase latérale ou bien en phase d'accumulation. Le dollar monte, le prix du pétrole est toujours au-dessus de 100. Nous aurons probablement des hausses de taux si l'année se passe vraiment mal. Attendons de voir, mais pour l'instant, je me retiens vraiment. Je vais essayer de me concentrer un peu plus sur les crypto-monnaies ou peut-être sur des actions individuelles. Par exemple, une entreprise comme Iron, que nous avons vendue la semaine dernière, a au moins permis de récupérer 100% de l'investissement. Puis il y a eu ce crack, et maintenant nous en sommes à, je dirais entre guillemets, 63% de profit. Mais cela s'est répété ces dernières heures, ou plutôt ces 1 ou 2 derniers jours. Sinon, Circle, pour tous ceux qui ont demandé, là non plus, il n'y a pas vraiment eu de grands changements. Ils essaient actuellement de se stabiliser un peu. Toujours pas de breakout, aucune décision encore sur la possibilité de faire descendre le C d'une manière ou d'une autre. Et la Wave Quantum, pour tous ceux qui y ont investi, peut-être encore une précision. Là aussi, nous avions pris des profits. Les résultats étaient un peu mitigés, mais ils ont toujours un ratio de fonds propre très très élevé, le plus élevé, je dirais, de toute la concurrence. C'est pourquoi, à long terme, pour moi, il faut continuer à investir régulièrement dans l'ETF quantique. Bien, alors O, ai-je dit or? Il nous faut encore gagner l'or. L'or continue d'évoluer latéralement. Si l'on évoque une hausse des taux d'intérêt, l'or devrait poursuivre sa tendance haussière vers les 4000 à 3500 dollars. Le dollar américain est en baisse. Voilà, c'est tout pour moi. Nous nous reparlerons ce soir à 20h. J'ai hâte. Sinon, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prends soin de toi. À bientôt. Ciao. Et comme toujours, restez crypto.